bien, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Quinquas, le podcast qui dégénère. Salut François Bernard, ça va bien? Hey, ça va super bien, Patrice. Puis de quoi on va parler aujourd'hui? Ben écoute, on va parler, Patrice, on va parler de hockey d'abord. Il y a eu évidemment beaucoup de mouvements chez le Canadien, donc on va parler un petit peu de ça tantôt, après les échanges. Évidemment, on va parler aussi, on a rencontré l'auteur, comédien, coureur Patrice Godin, donc une belle entrevue avec l'ami Patrice. Et ensuite de ça, ben écoute, on va parler d'une bière qui est la temps d'une pinte, en fait. Non, c'est pas vrai, c'est la Blanche des Ursulines, en fait, de la brasserie. Blanche des Ursulines. Le temps du temps de la brasserie du temps d'une pinte à Trois-Rivières. Exactement, donc voilà. Évidemment, on continue nos classiques, on finit ça avec une petite bière, c'est notre partie dégénérée, là, c'est là qu'on prend une bière avec vous. Normalement, on essaie d'en prendre deux, mais là, ce soir, exceptionnellement, on en prend seulement qu'une. Et donc, on a un nouveau commanditaire, évidemment, qui est Brou et compagnie d'Alma, donc qui, évidemment, nous fournissent la bière pour ces événements. Eh bien, sans plus tarder, mon cher François Bernard, on va commencer directement à entrer dans le vif du sujet. On vous avait dit qu'on parlerait un peu, on ferait nos sportifs de salon, nos gérants d'estrade. Alors, c'est notre chronique Gérants d'estrade au Quinquas. Eh oui. Écoute, il y a eu beaucoup de mouvements. Ben écoute, c'était la date, évidemment, des dates limites des transactions dernièrement. On se doutait pas mal que le Canadien allait être plus vendeur qu'acheteur, dans la position où ils sont. Donc, on sent vraiment la reconstruction. Qu'est-ce que tu as pensé donc du mouvement, donc de la nouvelle direction, en fait, du Canadien? Ben, je pense qu'un peu comme tout le monde, de toute façon, le Canadien allait nulle part cette année. Ils sont en dernière position du classement de la division et probablement de la Ligue. Là. J'ai pas sous les yeux, mais ils ont 47 points au moment où on se parle. Il n'y a que l'Arizona qui a moins de points qu'eux, avec 2 points de moins. Ça fait que, tu sais, c'est pas glorieux. Donc, pourquoi pas essayer d'aller chercher de la relève et des bons jeunes prospects en échangeant peut-être des gens qui figurait peut-être moins dans les plans long terme. Ils ont échangé quand même Artturi Lekkonen, qui est un joueur que les gens aimaient bien. C'était pas le meilleur, mais c'était un joueur que les gens aimaient bien. Ouais, il connaissait quand même, je dirais, pas mal sa meilleure saison actuellement avec le Canadien. Puis il est rendu au Colorado. Donc, c'était un jeune aussi, mais bon, à un moment donné, on commence à avoir une banque d'espoir à l'attaque intéressante. Évidemment, on mise beaucoup sur Suzuki et Caulfield, mais il y en a d'autres aussi qui s'en viennent. Donc, on a été chercher un jeune défenseur, un prospect qui s'appelle Justin Barron, qui a d'ailleurs commencé à jouer ces 2 matchs, je crois, au moment où on se parle, inscrit son premier point dans le dernier match. Donc, on en dit beaucoup de bien, même que les journalistes du Colorado étaient un peu déçus de la transaction. Donc, quand les adversaires sont déçus de nous l'avoir échangé, ben c'est, à mon avis, un point positif. Mais bon, un prospect, ça demeure un prospect. On n'est jamais 100% certain qu'il va se développer à la valeur de son potentiel. Donc, ça demeure à voir, mais je crois, en tout cas, selon moi, là, mon côté gérant d'estrade, évidemment... Je pense que ça regarde bien. Quand on regarde ça de l'extérieur, ça a l'air bien. Moi, je pense qu'un coup de jeunesse chez le Canadien, ça se peut que les prochaines années soient un peu plus difficiles, par exemple, François Bernard. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Bon, absolument. Mais écoute, ce qui est bien, en tout cas, c'est de voir que depuis que Martin Saint-Louis est en place, il y a quand même... Donc, en fait, on se rend compte qu'il y avait quand même du potentiel dans ce club-là, parce qu'actuellement, ils connaissent quand même pas mal de succès dans les derniers temps. Là. Ils sont beaucoup plus compétitifs, en tout cas. Depuis l'arrivée de Saint-Louis et de Hughes, complètement changé, ça a changé. Absolument l'atmosphère dans le vestiaire. Donc, il y a des gens encore qui veulent jouer au hockey dans ce club-là, puis je pense que c'est bien, en fait, pour l'avenir du Canadien. Puis, Saint-Louis, on avait des doutes. On en avait parlé un peu hors des ondes. On avait un petit peu de doute parce qu'il n'y avait pas d'expérience de coach, mais on a l'impression que puisque lui-même est relativement jeune, je dis relativement, mais tu sais, les gens comme justement Suzuki et Caulfield ont des chances de l'avoir vu jouer. Ça fait que quand c'est quelqu'un que tu as vu jouer, que tu as vu performer à son meilleur, que tu as vu gagner la Coupe Stanley, quand tu es dans le vestiaire, ça doit donner une petite motivation de dire écoute, je veux bien paraître pour ce gars-là. Tu sais. J'ai l'impression que Dominique Ducharme avait un côté un peu plus peut-être professeur, peut-être un peu plus drabe, qui résonnait moins peut-être avec la jeunesse du vestiaire. Je dis ça, là, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais en tout cas, on a senti vraiment un vent de fraîcheur avec l'arrivée de Saint-Louis et de Hughes. Je pense que ça fait du bien dans une saison, comme on dit, là, qui est déjà de toute façon à jeter à la poubelle. Ou pourquoi pas y aller avec eux. Puis ça a l'air à bien fonctionner. Je sais que toi, t'avais peut-être des réserves aussi par rapport à Saint-Louis.
Bah, écoute, en fait, moi, j'aurais aimé mieux que le Canadien, par sa tradition, en fait. Hein, et on nous parle souvent, moi, je n'ai jamais été le plus grand fan des Canadiens non plus, mais je veux dire, on parle tout le temps des Glorieux, de la Sainte-Flanelle, du Tricolore. Tu sais, je veux dire, on a tellement de métaphores pour parler du Canadien, tu sais, ou d'autres mots qu'on utilise, ou d'autres expressions, tu sais. Ben, écoute, que les Glorieux, justement, nous montrent toute la gloire qu'il y a dans ce club-là, l'histoire de ce club-là, puis qu'on aille chercher, en fait, des gens de l'organisation. Parce qu'écoute, Marthe, quand même, le Cavalier a quand même refusé de venir jouer à Montréal il y a quelques années, puis là, on le ramène dans le vestiaire, tu sais. Fait que, ben, autour d'équipe, en tout cas. Donc, bon, en tout cas, moi, écoute, c'est un vœu pieux, comme on dit, ou un vieux pneu, mais ça, c'est pas arrivé. Puis écoute, je suis content pour Saint-Louis, c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, là. C'est sûr que, comme tu dis, c'est pas Patrick Roy, il a jamais joué dans l'uniforme. Je comprends ton point. Puis t'es vraiment pas le seul à avoir ce point de vue-là de ce que je disais sur les réseaux sociaux, mais très, très heureux de ce qui se passe avec une belle histoire qui est en train d'arriver à Martin Saint-Louis, puis aux jeunes du Canadien. Ben oui. Puis donc, c'est parfait. Puis laissons la chance aux coureurs, hein, absolument. Ouais, puis tu sais, comme on dit, on n'a rien à perdre cette saison-ci. Ça fait qu'allons-y, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne l'an prochain? Qu'est-ce que tu veux? L'an prochain, encore là, si j'étais vous autres, les partisans du Canadien, je ne mettrais pas tous mes œufs sur l'an prochain. Ça se peut que l'an prochain, là, dans 2 ans, dans 3 ans, ça se peut que les prochaines années soient un peu difficiles aussi. Ouais. Peut-être pas autant que celle-ci, on vous le souhaite, mais une reconstruction, ça se fait rarement en claquant des doigts. Là. C'est sûr. Puis, écoute, afin d'enterrer un petit peu aussi une vieille histoire qui est arrivée durant l'année 2021, Jesperi Kotkaniemi a signé avec Caroline. Qu'est-ce que tu penses de ce contrat? Ben moi, je suis content parce que, bon, quand il a été échangé, hein, il a été, évidemment, les partisans du Canadien disaient que c'était vraiment plus pour ça, et c'était vraiment plus pour se venger du Canadien que la Caroline l'avait signé. On se rappellera tous que Caroline avait fait une offre hostile sur Sébastien Aho, qui était à cette époque-là un agent libre, mais avec restriction. Ce qui veut dire que l'équipe avait toujours l'option d'égaler l'offre, ce qu'ils ont fait après 2 jours, je pense. Et le directeur général de l'époque de la Caroline n'était vraiment pas content et il avait promis qu'il allait se venger. Et on a senti que quand il avait été chercher Kotkaniemi, c'était un peu pour ça. Mais les gens disaient, ben ils vont le signer pour 1 an, puis après ça, ils vont le laisser aller, tu sais, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils l'ont signé pour 8 ans. Je suis content de voir un engagement envers ce jeune-là, qui est quand même, il a 22 ans, je pense, il est encore tout jeune. Ben, peut-être plus 23, là, écoute. Il ramasse son petit point de temps en temps cette année, quand même. Moi, tu sais, bon, je suis un grand fan, un ancien fan des Whalers. J'aime bien, évidemment, les Hurricanes. Et j'aime surtout, je te dirais, là, ce qu'ils font autour de l'équipe, justement. Ils ont voulu jouer un petit jeu, là, justement, avec le Canadien. Il y a eu toutes sortes de messages sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il y a même eu, à un moment donné... tu pouvais même acheter, je pense, du matériel avec, je pense qu'il y avait 20% de rabais, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Oui, là, oui. Tu pouvais acheter un chandail de Sébastien Aho ou d'Jesperi Kotkaniemi. Écoute, le soir même, j'ai essayé d'en acheter un, puis on pouvait plus. Là, il y avait déjà toute la marchandise, c'était épuisé. On pouvait pas. Là. Ils ont fait beaucoup de petits insights comme ça. Ils sont très créatifs. Avec le Canadien. Donc, évidemment, ça crée. C'est comme ça qu'on crée des rivalités, puis je pense que dommage que le Canadien n'ait pas plus embarqué là-dedans, parce que justement, je pense qu'il y aurait eu une petite rivalité peut-être à avoir, un peu comme on en avait dans le temps entre les Canadiens, les Bruins, ou même que les Hurricanes ont eu avec les Bruins aussi dans le temps, parce que c'était des voisins à l'époque. Mais donc, c'est comme ça qu'on starte, comme je te dis, les petites rivalités qui sont parfois amusantes dans le hockey, comme il y a eu jadis entre les Oilers d'Edmonton et c'était-tu les Rockies du Colorado ou les Devils du New Jersey, je me souviens plus, là, mais les Mickey Mouse que Wayne Gretzky avait traité de les Mickey Mouse, c'était pas l'équipe de Walt Disney, là, les Mighty Ducks, ou non, ou San Jose. Je crois que c'était les Sharks de San Jose qui avaient appelé une équipe de Mickey Mouse, Wayne Gretzky. Dans ma tête, c'était une ancienne équipe de New Jersey, mais c'est possible que peut-être que c'est New Jersey aussi. Écoute, autre chose. T'as raison, ça se peut que ça soit New Jersey aussi. Écoute, ça fait longtemps. Mais écoute, c'est comme ça qu'on met de l'eau sur le feu et que ça rend le sport intéressant, ou justement, ça donne de quoi discuter aux gérants d'estrade que nous sommes également. Donc,
Donc, Puis, ça peut être... tu parlais aussi qui ont amené des choses intéressantes au hockey, les Canes. Il suffit de penser aux célébrations d'après-match. Au prix que les gens payent leurs billets, pourquoi pas un petit salut à la fin, un petit... écoute, c'est sûr que c'est pas obligé d'être ridicule, mais généralement, ce qu'ils font, c'est assez comique. Ou c'est un petit c'est une affaire de jeu de quilles à un moment donné. Un petit clin d'œil. Ouais, des fois, ça peut être un peu bizarre, mais écoute... Moi, un petit salut à la fin aux partisans qui sont là, qui ont payé des billets à qui coûtent les yeux de la tête. Écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça le fun. Même, écoute, je sais pas si tu te souviens de l'histoire de rêve qu'il y a eu il y a 2 ans à peu près avec le gardien de but de Toronto, oui. Le chauffeur de Zamboni. Écoute, ils en ont fait quand même une espèce de gars qui invite encore. Écoute, tu peux même acheter dans... un gilet avec le nom de ce gardien-là, si tu veux. Là, ça fait partie de la marchandise des Hurricanes. Puis, écoute, ils l'ont honoré plus d'une fois, je pense. Même cette année, quand les Hurricanes ont joué à Toronto, il était l'invité, je pense, des Hurricanes. En tout cas, bref, tu vois, ils font des trucs le fun que d'autres équipes font pas, puis j'aime ça, je trouve que ça rend le sport intéressant, puis ceux-là qui sont pas d'accord, ben, comme Don Cherry par exemple, ben, ça leur permet de chialer, puis J'allais t'amener là, est-ce que tu sais quel est leur surnom aux Hurricanes? Ben oui, qui vient de Don Cherry. Oui, the Bunch of Jerk. Bunch of Jerk, même, justement. Et écoute, justement, tu peux même acheter des chandails que les Hurricanes font oui, avec Bunch of Jerk dessus. Donc, écoute, Et c'est ça, c'est au lieu de prendre ça, de l'avoir pris à l'insulte et d'avoir voulu faire congédier Don Cherry, ce qui serait probablement arrivé si c'était arrivé à Montréal, oui. Eux l'ont repris à leur compte, en ont fait des t-shirts et portent maintenant fièrement ce surnom. Oui. Et tout ça vient d'un commentaire que Don Cherry avait fait à propos justement des célébrations de fin de match. Je trouvais que c'était une bande de caves. Tu les alimentes en fait, puis ils utilisent ça. Là. Il y a une bonne équipe de marketing, je trouve, autour de l'équipe. Vraiment, moi je les trouve géniaux aussi. Très intéressant. Écoute, écoute, on s'en va vers, évidemment, les séries de la Coupe Stanley. Quelle équipe, tu vois, qui ont des chances cette année de se démarquer? Écoute, on dit qu'ils ont des chances, mais regarde où est-ce que le Canadien s'est rendu l'an passé. On les aurait jamais vus là en début quelques semaines avant le début des séries. Donc, tes choix ou... quelques choix, donc quelques noms de clubs qui pourraient performer durant... Caroline, qui s'était rendu loin aussi l'an dernier, sont à suivre. Évidemment, toujours Tampa Bay seront des dangereux du côté de l'Est. Écoute, encore, tu parles des Hurricanes et de Tampa Bay. Il y avait justement un match cette semaine et je pense que les Hurricanes venaient 3-2, ils ont perdu 4-3 en prolongation. Kucherov a encore 3 points, tu sais, puis je pense qu'on disait qu'il était en léthargie. C'est bien pour dire. RDS, il disait Kucherov est en léthargie. Il y a plusieurs matchs qui n'ont pas scoré, peut-être, mais il y a 3 passes. C'est qu'ils n'ont pas seulement en plus Kucherov. En défensive, tu as Sergachev, Edman, McDonough. Je veux dire, ça, c'est juste leur brigade défensive. Tu as Vasilevski, qui est le meilleur gardien au monde. Tu as Braden Point. Au pire, Alice Stamkos, qui est encore capable de te la mettre dedans sur un one-timer en powerplay. Je veux dire... c'est une équipe impressionnante. Bien sûr, dans l'Est, il y a Floride aussi qui sont très forts. Boston, Toronto, c'est toutes des équipes qui peuvent causer la surprise. Là. Il n'y a pas vraiment de mauvais club. Je pense pas que Pittsburgh ait ce qu'il faut pour se rendre en finale, mais en tout cas, on verra bien. Du côté de l'Ouest, moi, j'ai mon petit fait pour Colorado. Ça fait plusieurs années, je leur souhaite. J'aime beaucoup Nathan McKinnon. Je suis un grand fan de Nathan McKinnon. C'est un joueur sous-estimé. C'est tout un joueur de hockey, ce gars-là. Mais il y a Minnesota dans la même division qui sont à surveiller. Ils ont un très bon club aussi. Oui, il y a des joueurs impressionnants. Et puis dans la division Pacifique. Par exemple, il y a vraiment des bons jeunes dans ce club-là à Minnesota. Bien oui, Kirill Kaprizov, c'est quelqu'un de... C'est tout un joueur aussi à avoir joué. Puis du côté Pacifique, évidemment, on a Calgary qui est en première position, mais à 88 points. Et Edmonton, moi, c'est des clubs que j'aimerais voir se rendre loin. Hein. On aimerait ramener la Coupe au Canada. Des joueurs si on suit sur Toronto, ça n'arrivera pas. Donc, ça serait le fun. Toi, c'est quoi tes choix? Bon, écoute, je pense que les équipes que tu as nommées, Colorado, j'aime bien. C'est sûr que, bon, j'ai un petit... mon cœur est avec Caroline, là, mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut cette année? Écoute, c'est sûr qu'ils ont une bonne année. Ils sont allés chercher, évidemment, Max Domi, donc qui va peut-être amener un petit peu de... Ah, ça dépend de quel Max Domi ça dépend de quel Max Domi ils vont éviter. Oui, ils sont
Son deuxième de la Ligue au complet bien, avec 96 points, juste derrière Colorado qui en ont 100. Écoute, Tampa au moment Bay, où on se parle. moi, écoute, si j'avais à me mettre un petit 2, ça serait sur Tampa Bay parce que tout le monde est là, ils sont en forme, puis ils ont Corey Perry. Ils sont forts, j'avoue. Eh bien, c'est maintenant l'heure de notre segment entrevue. Et cette semaine, on vous avait promis qu'on aurait un invité de marque, on peut le dire. Hein. C'est notre plus grosse prise jusqu'à maintenant. Alors, on reçoit cette semaine, j'allais dire l'acteur, mais écoute, c'est tellement plus que ça. C'est l'auteur, c'est l'animateur, c'est le sportif, Patrice Godin. Bonjour Patrice et bienvenue dans Les Quinquas. Hey, salut, merci de me recevoir. Salut Pat, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, bien sûr. Écoute, il y a eu plein de choses. Virginie, 7e ronde, Blue Moon, District 31. On va en reparler un peu tantôt, mais écoute, nous autres, on s'est connus dans les salons du livre. Oui. Sur une table ronde de sport. Hein. Moi, j'étais là pour parler de natation en eau libre. Toi, était là pour parler de course à pied. En 2015. D'ailleurs, avec ce magnifique livre qui s'appelait Territoire inconnu, qui était très autobiographique, en fait, où tu nous parlais de tes courses à pied. Oui. Et ensuite, il y a eu 3 romans qui ont bien fonctionné. Là-dessus, j'en ai 2 de lus. J'ai pas lu le dernier, mais ça s'en vient. À un moment donné, je vais avoir le temps de lire Les Chiens bientôt. Mais écoute, on est là aujourd'hui pour parler surtout de toutes les vies possibles, donc qui est ton dernier bouquin, qui est très, très autobiographique. Puis écoute, moi je pense que c'est peut-être ce genre de littérature-là que j'aime le plus te lire parce que je trouve que c'est... écoute, il y a vraiment un côté humain qui est super intéressant. D'abord, on apprend dans ce livre-là, ben écoute, tu le dis... toutes les vies possibles. On vit dans notre vie, en fait, puis beaucoup de vies différentes. Oui. On n'est pas la même personne à l'adolescence qu'on va l'être à l'âge adulte. Tu as vécu beaucoup d'expériences, tu as vécu beaucoup de blessures aussi. Je veux dire, ce livre-là est assez dur quand même, surtout pour moi, le sportif qui apprend là-dedans. Puis je savais que tu avais des blessures là, de coureur. On parlait de course à pied un peu au début, là, mais écoute, que à un moment donné, tu n'étais plus capable de courir du tout. Ça devait être épouvantable. Tu as même arrêté de faire des entrevues, des conférences sur le domaine. Oui. Parle-nous donc un peu de ça, puis comment ça se passe aujourd'hui? Ben là, je suis en réhabilitation. Là. J'ai eu un traitement en PRP au tendon, donc c'est plasma riche en plaquettes. On m'a prélevé du sang, on l'a mis dans une centrifugeuse. Et le plasma riche en plaquettes, on me l'a réinjecté dans le tendon pour aider à réparer. J'ai une déchirure, j'avais une déchirure quand même d'un bon centimètre plus, puis quelques micro-déchirures, bursite à travers tout ça. Donc là, moi j'ai pas couru depuis la mi-décembre. Je devrais recommencer bientôt, tranquillement, là, à zéro. Tu vas avoir le hockey des médecins. Ben oui, puis là, tu sais, je recommençais à aller au gym, à m'entraîner. Vraiment doucement, je m'étire, je fais attention. Des fois, j'ai plus de douleur, d'autres fois, ça revient. Ça fait que c'est un peu on and off. Il va vraiment falloir que j'y aille petit peu par petit peu. C'est sûr que je trouve ça tough parce que je peux plus courir comme j'aime. D'un côté, le côté positif, c'est que on cherche du positif dans tout. Moi, en tout cas, j'essaie de faire ça. Ben, le côté positif, c'est que dans la pandémie, ça fait 2 ans qu'il n'y a pratiquement rien qui se fait. Il y a eu quelques courses qui ont eu lieu, mais la plupart des épreuves ont été annulées ou très, très restreintes. Donc, ça, j'ai pu faire, OK, là, je m'en vais pas. Là, ça sert à rien. De toute façon, j'avais pas de fun. T'as l'impression de pas trop en avoir manqué. C'est ça, j'ai rien manqué. Ouais. Puis, fait que j'ai rien fait vraiment à la course depuis 2019. J'ai continué à faire mon 24 heures que je fais pour la Fondation des Centres jeunesse de la Montérégie. Ça a été difficile parce qu'avec la blessure, et naturellement un peu le manque d'entraînement qui va avec, ça fait des 24 heures qu'on dirait qu'ils durent 48 heures. Peut-être assez rough, hein? C'est rough. Je te comprends là-dessus. Mais je le fais pour les jeunes, puis ça, je trouve ça bien correct. Fait que là, j'espère que ça va aller mieux. J'ai super hâte de recommencer à courir. Quand j'écrivais le livre, c'était toutes ces affaires-là qui étaient là, qui étaient là en même temps. L'espèce la pandémie, l'espèce de temps suspendu qu'on a vécu tout le monde. La course qui allait pas très bien. Positif, la retrouvaille avec ma mère biologique et ma demi-sœur. Et tout ça, le questionnement aussi dans la cinquantaine.
où j'étais avant, où je m'en vais, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. C'était toutes des questions que j'avais en écrivant. Ça, je te rassure, par contre, Patrice, on passe un peu tous par la même période. Ben oui. On est à peu près tous dans la même tranche d'âge. C'est une remise en question. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est normal. Tu sais, on arrive oui. à 50, veut pas, puis je dis pas ça pour être pessimiste, tout ça, mais je veux dire, il en reste moins qu'il en restait, puis c'est pas... tu sais, en principe, ben, fait que c'est un constat qui est là, qui est normal. Puis, ben, je pense que c'est un bon moment pour faire... là, je vais avoir 54. C'est un bon moment pour faire une mise au point. Puis c'est introspection. C'est ça. Puis de dire, OK, bon, ben là, les prochaines années, ça serait le fun de les vivre, puis de bien les vivre. Tu sais, je suis en forme, je suis chanceux, à 53, bientôt 54 ans. Je suis même plus en forme qu'à 20 ans, donc ben let's go, on va profiter à fond. Moi, écoute, j'ai fait le même constat, puis écoute, je finissais de lire ton livre cette semaine, puis le même constat. Moi, écoute, depuis le début de l'année, je me suis repris en main aussi, parce que c'est ça, j'ai la chance d'être en santé, puis j'ai l'impression de pas faire attention à moi pantoute, là. Fait que moi aussi, tout changé mon alimentation depuis le début de l'année, donc, puis écoute, j'ai vécu des blessures aussi, moi, cet automne. J'ai recommencé à courir, hein, j'ai couru mon premier 15 km en fin de semaine. Oui, j'ai vu ça. Puis, écoute, ça a été dur parce qu'écoute, j'avais pas de préparation vraiment pour, là, mais quand même, ça a bien été. Dans ton livre, justement, on a l'impression que tu nous parles beaucoup de tes blessures. Puis souvent, tu as fait des analogies, toi, avec le... Je sais que tu aimes la boxe. Puis tu t'entraînes en boxe, entre autres. Puis j'ai l'impression que écoute, il y a une belle métaphore à faire probablement entre ta vie et celle d'un boxeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es un gars qui est constamment en train de se battre et qui, bon, doit souvent se relever de blessures, puis souvent des blessures qui sont là depuis le début, en fait. Hein? Je veux dire, à quelque part, bon, parlons-en, tu as retrouvé ta mère biologique dernièrement. On sent qu'il y avait tout le temps une blessure par rapport à... ou des questionnements, en tout cas, par rapport à l'enfance. C'est des questionnements, puis c'est surtout, tu sais, le fait de retrouver ma mère biologique, c'est bien étrange parce que moi, j'ai manqué de rien là, dans ma vie. Puis mes parents, c'est mes parents... tu sais, j'ai de la misère à dire mes parents adoptifs. Mes parents, c'est mes parents. C'est ceux qui m'ont pris, qui m'ont aimé, qui m'ont élevé, qui ont fait de moi ce que je suis devenu, tu sais. Ils sont encore vivants, puis je les aime, puis ils m'ont toujours... J'ai jamais rien... J'ai manqué de rien. Fait que, ce qui était étrange dans tout ça, c'est que malgré cette affaire-là, malgré la famille élargie qui m'a aimé aussi, puis tout ça, ben, j'ai tout le temps senti une espèce de... J'ai toujours appelé ça comme un vide, un trou dans le cœur, ou whatever, là, appelez ça comme vous voulez, mais une espèce de sentiment un peu d'abandon, très étrange, et qui m'a peut-être amené sur des mauvais chemins sur... à certaines époques de problèmes de boisson à certains moments donnés de ta vie. Là, La cigarette, la boisson, un peu ce côté-là un peu bum que j'ai entretenu pendant plusieurs années. Puis même si j'ai jamais été j'ai jamais été délinquant ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'avais un peu ce côté autodestructeur par la consommation. Heureusement, je suis pas tombé dans la drogue. De manière... Et ça se voyait dans ton écriture à cette époque-là aussi, où tu écrivais, mais en fait, c'est pas des écrits qui sont publiés. Et, en fait, tu le dis dans ton livre, il reste plus grand-chose. Non, il reste plus grand-chose de ça parce que c'était un peu le poète maudit à quelque part. Oui, je me complaisais dans cette affaire-là, tu sais, puis à un moment donné, quand j'ai rencontré ma blonde, Nathalie, qui est toujours ma blonde, qui est la mère de mes filles, ben, ça a vraiment comme... J'ai comme fait une prise en main à ce moment-là, mi-trentaine. C'est là que j'ai commencé à me remettre en forme pour mes filles, arrêter de fumer, puis tranquillement, j'ai changé mon mindset, si on peut dire, même par rapport à mon métier, ou à un moment donné, même si je travaillais, que j'avais des rôles, j'étais un peu amer, je voulais pas faire ça, moi je voulais faire des films, puis je faisais des téléromans, puis tu sais, je chialais sur tout, puis j'étais lourd pour moi, puis probablement pour d'autres mondes aussi, ça fait que j'ai tout un peu cleané ça dans les 20 dernières années, mettons à partir de 2005 à aujourd'hui. Tu sais, j'ai vraiment fait un ménage dans ma façon d'être, ma façon d'aborder la vie, puis ça a vraiment fait du bien. Puis, ben, ma mère biologique, c'était vraiment un questionnement, mes origines. Est-ce que j'ai des sœurs, des frères? C'est quoi mon histoire? Ça, je ne l'avais pas. Et de la retrouver, ben, j'ai eu ces réponses-là. Et de savoir que
elle m'avait jamais oublié et qu'elle avait toujours pensé à moi pendant toutes ces années-là, pendant ces 53 années-là, ben on dirait que ça a réparé ce trou-là qui était là, malgré tout le bon que j'ai pu avoir de la vie. Ben, ça boucle la boucle. Voilà. Puis là, excuse-moi, François Bernard, tu as juste mentionné tes enfants. Jusqu'à quel point, justement, moi, je sais bien que quand je suis devenu père, là, ça a complètement changé ma vision du monde. Je lisais un livre, là, puis moi qui étais un tough, moi aussi, j'ai eu Bad Boys, c'était notre génération un peu, hein, tu fais que tu sais, pleurer, là, c'est pour les femmes, là, en tout cas, on était un petit peu mon oncle. On était un petit peu mon oncle dans ce temps-là. Là, quand j'ai eu ma fille, là, je lisais un livre. Écoute, un livre, là, c'est pas un grand roman. Là, mettons, je te donne un exemple, The Dirt, qui est l'autobiographie de Motley Crue. Oui, j'ai lu. Et puis, le chanteur perd sa fille parce qu'elle a, en tout cas, je veux pas spoiler personne, mais elle a un cancer. Elle a 4-5 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'étais dans l'autobus, puis j'étais obligé de fermer le livre parce que je pleurais comme un enfant. Donc, est-ce que toi, t'as eu un peu un genre d'éveil comme ça quand tu as eu tes enfants, ça a été un événement marquant vraiment? Ah oui, ça a changé ma vie totalement. Je veux dire, moi, je voulais des filles, puis j'en ai eu 3, puis je suis super heureux de ça. Puis je veux dire, c'est la plus belle, les plus belles choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai été, je pense, je suis encore, mais un père très présent, très proche de mes filles, puis mes filles sont proches de moi, puis on a une belle famille qui est quand même qui est très serrée, les 5 ensemble. Fait que ça, je suis très heureux de ça, puis pour moi, genre, je changerais pas ça, là, pour rien au monde. Il y a des affaires que je changerais dans ma vie, mais ça, c'est sûr que ça serait Aziz, je toucherais pas à ça, là. Écoute, dans le livre, bon, ça, tu nous apprends donc que tu retrouves ta mère, mais on est au début de la pandémie et tu peux pas la voir. C'est-tu réglé, là? Oui, on est allé, en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est parlé au téléphone, c'était en octobre, novembre, fin octobre, début novembre 2021. Là, je suis mêlé de 2020. Et on pouvait pas se voir, donc 2020, 2021, jusque... à l'automne, en octobre cette année, on a pu aller parce qu'elle est à Victoria, Colombie-Britannique. Fait qu'on est allé, ma blonde et moi, passer une semaine là-bas, rencontrer ma mère, ma soeur, ma demi-sœur, sa famille, tout ça. Et là, ma demi-sœur s'en vient avec son mari et ses enfants la semaine prochaine, passer quelques temps ici. Donc, c'est bien le fun. Il y a eu un beau contact, puis... c'est très étrange, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Fait que c'est vraiment des trucs qui sont particuliers. Ah, c'est une super belle histoire. Je t'écoute en parler, ça donne presque les frissons. Là. Quand ça t'arrive comme ça, des choses des choses dans la vie qui arrivent comme ça, on dirait... On les prend, puis c'est... Ah ouais. Tu nous parles beaucoup dans le livre, on parlait de course à pied tantôt, je veux un petit peu y revenir, du Bigfoot 200, de 335 km que tu as fait aux États-Unis, dans l'État de Washington. Penses-tu pouvoir refaire ça un jour, encore des ultras? Oui, absolument. Oui? Oui, moi, c'est ce qui m'allume. Puis écoute, si... là, je suis en train de prévoir de faire des longues randonnées des longues randonnées en solo, true hiking, je suis en train de prévoir des trucs. Si jamais la course, je suis obligé de faire un X sur la course comme telle, ou en tout cas la longue course, ce que j'espère pas, mais on sait jamais. C'est sûr que je vais me lancer dans des randonnées qui n'ont pas d'allure. parce que ça me nourrit, parce que ça me remplit. Tu vois, François Bernard, je sais que tu nages beaucoup. Moi, j'ai redécouvert en 2018 la natation. J'ai grandi sur le bord d'un lac, j'ai nagé beaucoup. Puis je suis retourné à la piscine m'entraîner pour un triathlon, puis tout ça. Puis il y a la natation de longue distance qui m'intéresse vraiment aussi. Le seul hic, mais là, c'est peut-être une barrière psychologique que je me mets, c'est que là, présentement, j'ai pas un lac pour m'entraîner. Donc, à la piscine, faire des longueurs, à un moment donné, ça devient un peu lourd mentalement. C'est comme faire du tapis roulant. C'est un mal nécessaire un peu, là, mais à un moment donné, il faut aller dans le lac. Il faut aller dans le lac, puis il faut nager longtemps. Puis, j'ai réalisé quand je m'entraînais pour le triathlon, je m'entraînais pour la distance olympique en natation, mais
Mais Qui est 1500 mètres là, pour... En fait, non, c'est pas vrai parce que j'ai fait le Ironman en équipe. Donc, j'ai fait la natation et la course. C'est mon chum Sébastien qui a fait le vélo. Donc, j'ai quand même nagé. Tu sais, je faisais du 5000 mètres là, de natation au lac Tremblant. Puis, ça allait super bien. Puis, donc, tu sais, la natation de longue distance, c'est sûr que ce serait autre chose aussi qui pourrait pallier à la course. Sauf que courir, je mets mes souliers, je sors dehors puis je pars à courir. Si j'essaye de faire ça en nageant, je vais me râper un peu dans l'asphalte. Ah oui, puis écoute, c'est ça. C'est souvent, ça te prend 45 minutes, 1 heure, te rendre au plan d'eau, t'habiller, nager, puis là, pour t'entraîner pour des très longues distances, ben tu vas y passer presque une demi-journée dans le lac. Après ça, il faut revenir. C'est plus fastidieux, effectivement, que de mettre tes chaussures puis de partir à courir, effectivement. Fait qu'écoute, je vais tout simplement recommander ce livre-là, moi, Toutes les vies possibles, là, donc carnet minimaliste, en fait. Il y a des poèmes là-dedans, il y a des haïkus, il y a des moments de vie très touchants. On parle de course à pied, on parle de vie, on parle d'Hemingway aussi, qui est grand auteur. Puis à un moment donné, tu te compares un peu au vieil homme et la mer, j'aimais ça là, absolument comme image là. Mais au personnage donc du vieil homme et la mer qui a combattu toute la journée puis qui est exténué, tout ça. Je pense que c'est le même qu'il faut être, faut attaquer la vie comme ça. Puis je suis content de voir, parce qu'écoute, tantôt, tu avais l'air, quand je t'ai demandé si tu vas refaire encore de l'ultramarathon, tu n'as pas hésité, tu me dis oui, alors que dans ce livre-là, c'est plus hésitant un peu, on sent comme réponse, là, c'est moins clair. C'est une bonne nouvelle, en fait. Il y a la peur aussi de ne pas pouvoir le faire. Ouais. Mais je pense que, tu sais, j'essaie d'être réaliste dans tout ça, puis de dire, ben, ça se peut que, parce que la blessure, si elle se répare pas à 100%, puis si ça reste comme c'était, j'avais plus de plaisir à courir, c'était fastidieux. Je peux pas, tu sais, j'ai essayé de rouler là-dessus pendant longtemps, peut-être trop longtemps, j'ai aggravé en plus la patente. Fait que c'est sûr que j'ai un peu cette inquiétude-là, mais de cœur, c'est clair que je me relance. De toute façon, j'en ai cet été, on va le savoir assez vite si ça fonctionne pas, là. Ah, écoute, je suis content pour toi. J'ai la chair de poule pendant que tu es en train d'en parler. Je te comprends tellement là-dessus. Écoute, ça fait plus de 30 ans qu'on te voit partout sur nos écrans. Puis, ça serait... faut en parler, évidemment. Donc, Patrice, je pense, tu as des questions sur, moi, je vais sur la dernière série que moi, j'ai pas vu. Ma blonde a écouté, mais je vais l'écouter prochainement. Là. Mais donc, je te laisse... Oui, moi je vais être le fan, je vais être le représentant du fan qui ne fait pas de course à pied malheureusement et ne traverse pas de lac à la nage. Donc moi je vais être le représentant de tous ceux et celles. Il y a quand même beaucoup de celles qui vont nous écouter sur cette entrevue, j'ai l'impression. En tout cas, ma blonde va l'écouter, c'est certain. Et dans le fond, je vais te parler d'un peu de ta carrière télé, de ta carrière où tu nous parlais tantôt que tu avais eu quelques petites frustrations par rapport au grand écran versus le petit écran. Donc, je vois que tu as quand même une carrière bien remplie. Là. Depuis les années 90 qu'on te voit sur nos écrans au Québec, c'est un peu difficile d'ignorer qui est Patrice Godin. Mais j'aimerais particulièrement que tu nous parles de du dernier projet sur lequel moi je t'ai vu à l'écran, qui vient tout juste au moment d'enregistrer. Je pense que ça fait 3 semaines que c'est terminé les diffusions de ça. Une série qui s'appelle L'homme qui aimait trop, donc écrit par Anne Boyer et Michel Destou et réalisé par Yves-Christian Fournier. J'aimerais d'abord que tu nous présentes un peu le synopsis de la série puis que tu nous parles de ton personnage de Marc-Alexandre. Ben écoute, c'est l'histoire d'un homme, Marc-Alexandre Moisan, qui a 2 familles distinctes, donc une à Montréal et une qui est dans le coin de Magog. C'est deux familles qui ne connaissent pas l'existence l'une de l'autre, naturellement. C'est pas ouvert, c'est vraiment... Et ça fait 3 ans qu'ils mènent cette double vie-là. Et au début de la série, ils rencontrent une jeune femme il y a un kick amoureux avec cette jeune femme-là. Donc, ils se retrouvent séparés en 3. Et vraiment, c'est là que commence à être la chute de cet homme-là, qui est effectivement malhonnête dans sa façon d'être avec les femmes, mais qui est quelqu'un qui les aime profondément. Et vraiment, je sais que ça peut paraître étrange dit comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime les femmes. Il les aime trop, il les aime mal. Quelqu'un qui est profondément blessé. Moi, c'est des personnages que j'aime. Tu sais, dans mes livres, c'est ça. La littérature que j'aime lire, c'est souvent ça. Et personnage que j'aime jouer,
j'aime ça quand les personnages ont une blessure intérieure et Marc-Alexandre en a une immense, tellement que c'est presque quelqu'un qui est sans émotion et c'est comme ça que je l'ai travaillé avec Yves Christian à rendre ce gars-là comme si des fois il est complètement vide à l'intérieur parce qu'il est comme anesthésié de son mal-être, en fait. Un peu déconnecté de ses émotions. Oui, déconnecté de ses émotions. Et pourtant, c'est un homme... qui est très proche de sa famille, qui est très proche de ses familles, qui en prend soin. C'est pas quelqu'un qui est on le sent bien dans la série. Il est vraiment impliqué quand il est à Montréal, il est à Montréal. Quand il est à Magog, il est à Magog. Puis là, il se promène au téléphone. Il y a 2 téléphones, il se promène entre les deux. En tout cas, c'est une vie, c'est fou. Je pense Juste de le jouer, j'étais fatigué, tu sais. Oui. Je pense qu'il y a une notion de point de vue aussi qui aide à comprendre le personnage, ou à avoir un autre regard, en fait. Le personnage je crois que c'est Benoît. Benoît qui a écrit dans un livre, ouais. C'est ça, donc il se trouve être il jouait un peu le rôle du narrateur, entre guillemets, parce que c'est un peu lui qui joue le rôle d'arbitre, entre guillemets, et qui voit un peu le personnage de Marc-Alexandre d'un tout autre œil, parce que lui a vécu totalement, sa relation avec l'amour est totalement différente de celle de Marc-Alexandre. Mais je me demandais, pour un acteur, là je m'adresse vraiment à Patrice Godin, l'acteur. Toi, j'imagine, écoute, je sais pas comment ça marche, moi je travaille pas là-dedans, mais j'imagine ton gérant t'appelle, dit écoute, on a reçu un scénario, veux-tu lire ça? Toi, tu regardes ça, puis qu'est-ce qui t'a, quand lisant ça, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, hey, oui, moi, je veux jouer ce personnage-là, ça a l'air intéressant? Ben, premièrement, souvent au Québec, on fonctionne beaucoup par audition. Alors, c'est peut-être depuis quelques années, les premiers rôles, les rôles principaux vont être offerts à des acteurs, des actrices qui sont reconnus. Souvent, on veut avoir des noms pour lancer la série. On va aller chercher des acteurs, des actrices un peu moins connus dans les rôles périphériques, puis après ça, ben... Mais là, on me l'a offert depuis quelques années, j'ai la chance, District 31, j'ai fait une audition pour Yannick Dubeau. Pour Blue Moon, j'ai fait une audition. Pour Mon fils de Anne Boyer, Michel Destou aussi, avant, ils me l'ont offert, parce que ça faisait une couple d'années qu'on voulait travailler ensemble. Et après ça, ben, ils ont aimé mon travail dans Mon fils, il y avait cette série-là, et ils m'ont offert le rôle. J'ai lu ça, j'étais emballé et en même temps un peu inquiet de comment les gens allaient recevoir ce personnage-là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est des personnages qui sont le fun. C'est des personnages qui ont plusieurs couches, qui ont des squelettes dans le placard. Fait que, je me disais, bon, les gens vont peut-être l'haïr, vont le traiter de trou de cul, de salaud, puis avec raison d'un point de vue, mais en même temps, il y a quelque chose à aller chercher dans ça. Puis pour un acteur, c'est très nourrissant d'aller... parce que jouer les bons gars, j'en ai joué pas mal, c'est le fun, mais un bon gars, c'est un bon gars. Fait que, tu sais, il n'y a pas trop des fois, je trouve que les bons gars manquent de profondeur parce que... Souvent, c'est un stéréotype, dans les émissions, ça reste ils là. Ils font rien de mal parce que ils sont typés le bon gars. Tandis que le méchant, il est très méchant, puis... Mais lui, Il y a la plus beauté de Marc-Alexandre, c'est justement que ce n'est ni un bon gars, ni un super méchant. La façon dont c'est abordé, c'est vraiment comme ça. On l'analyse vraiment sans lui lancer de pierre. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai adoré dans cette série. C'est un être humain. Tu sais, les êtres humains, on le voit, on le sait depuis longtemps, mais là, on le voit beaucoup, comment c'est complexe, puis comment les réactions des gens, puis comment tout ça est ben c'est ça, c'est des personnages quand c'est des humains tout entiers avec leur force, leur faiblesse, leurs défauts, ben c'est le fun à explorer. Puis là, ben tu m'amènes, écoute, tu as parlé de District 31, bien sûr, et on parle d'un autre méchant. Est-ce que, je sais pas si c'était ton premier méchant que tu jouais, mais en tout cas, Yannick Dubeau, dans District 31, un personnage qui a marqué le Québec, je crois, du moins dans les dernières années. Qui ne se souvient pas de Yannick Dubeau? Comment tu as trouvé l'expérience, pas de jouer un méchant, mais de tourner avec cette équipe-là, qui est quand même, tu sais, c'est un succès populaire, on va se le dire, là, c'est quand même quelque chose de gros, j'imagine, pour un acteur de... Puis ils ont l'air d'avoir un rythme assez effréné, c'est une quotidienne, ne l'oublions pas. Comment tu as vécu l'expérience? Ça a été quand même sur le plateau environ 1 an, au moins à temps plein. La saison 3 au complet. Ben, premièrement, pour moi, j'avais vraiment envie de jouer dans le District 31,
pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est mes grands chums qui étaient là-dedans, Sébastien, Michel Charette, Jeff Boudreau, Geneviève Brouillette, qui est arrivée en même temps que moi à ce moment-là, mais Gildor, que je connaissais un peu moins, Vincent Guillaume aussi, Hélène Bourgeois-Leclerc, que je connaissais un peu, mais tu sais, c'était vraiment la gang Michel, puis Sébastien, Jeff Boudreau, tout ça. C'était comme, wow, tu sais, je vais aller travailler avec eux autres. La série, c'est Luc Dionne. J'ai fait Blue Moon les 3 saisons avant. Luc, c'est un scénariste que j'adore. Je trouve que c'est probablement le meilleur scénariste qu'on a. Un des meilleurs, en tout cas, au Québec, dans ce style-là. Dans son style, il est très fort. Il est très fort. Moi, le rôle, au départ, je m'attendais à jouer un sergent détective normal. un bon gars. Mais tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose, mais on m'avait pas dit trop d'affaires. Puis quand j'ai vu qu'il s'en allait du côté sombre de la fosse, ben au départ, j'ai été déstabilisé, je dois l'avouer. Sophie Desmarais qui jouait avec la moi. Femme dans ta cave. Ouais, qui jouait avec moi. Charlène était aussi déstabilisée que moi parce qu'on savait pas qu'est-ce que Luc mijotait, vers où il nous emmenait. Et on a pris ça ensemble, on a construit ces affaires-là, le personnage, et j'ai eu un plaisir fou à jouer ça. C'est du bonbon, là, tu sais, quand tu joues un personnage de même, puis qui est super cool, puis la scène d'après, il est avec une escorte en interrogatoire, puis il vient le regard, tu fais comme, OK, ce gars-là, il va pas bien, tu sais. Écoute, si t'avais écouté première saison, t'aurais compris que les policiers, c'est tous des bandits, en fait. Ben, Monsieur Dionne nous amenait souvent dans le coin des ripoux. Encore cette saison, il y en a un. C'est quelque chose qu'il appréhende, qui aime bien jouer avec. En terminant, parce que le temps file, puis je sais que t'as d'autres engagements aussi, on veut pas... mais juste en terminant, j'aimerais qu'on parle d'un dernier aspect de ta carrière, encore une fois au petit écran. Du côté de l'animation, depuis quelques années, je ne sais pas si c'était ta première expérience avec Survivaliste, et puis ta rencontre au sommet aussi dernièrement. Survivaliste, écoute, pour préparer mon entrevue avec toi, j'ai regardé un épisode, je n'avais jamais vu l'émission. Je racontais à François Bernard avant de commencer l'enregistrement qu'on nous apprenait comment faire notre propre pénicilline. Et j'ai adoré, j'ai trouvé savoureux. Ouais, mais c'est ça, j'ai trouvé savoureux ton intervention off the record, là, où tu étais en montage après, que ça a été rajouté. Dans le fond, quand tu expliques, écoutez, j'ai des doutes sur l'efficacité de la méthode, mais je ne suis pas ici pour juger. Non. Et on le sent dans ton animation. Quand tu es sur le terrain, en tout cas, tu sembles très à l'aise dans ce domaine-là. Comment tu trouves ça, le domaine de l'animation, puis est-ce que tu aimerais en refaire? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et quand on m'a donné l'opportunité sur Survivaliste, je pense que c'était un sujet en or qui m'allait parfaitement. Je suis pas survivaliste. Par contre, présentement, je suis porte-parole de la semaine pour la préparation au sinistre, en fait, les inondations qui peuvent survenir au printemps, puis tout ça, avec le ministère de la Sécurité publique. Ça fait 2 ans que je fais ça, puis tu sais, j'ai à cœur ma sécurité et la sécurité de ma famille, tout ça. Ça fait que j'ai un peu cette fibre-là, comme coureur d'ultramarathon aussi, dans le bois, d'être capable de m'arranger tout seul si je suis mal pris. J'ai grandi à la campagne, j'ai manipulé des couteaux, des canifs, des haches, des hachettes, des carabines à plomb quand j'étais petit assez rapidement. Donc, j'ai cette habileté-là, puis je parfais mes connaissances là-dedans. Survivaliste, je trouve que c'est un terme qui fait peur, mais il y a moyen de ramener ça à quelque chose de plus sain que de faire de la pénicilline avec... C'est sûr que c'est un step par rapport au scoutisme, là, on est d'accord. Non, mais tu sais, on l'a vu... J'ai fait du scoutisme étant plus jeune, j'étais un peu comme toi, je suis capable de me gosser des affaires avec un... Tu sais, j'étais capable de brêler, j'étais capable de faire un paquet d'affaires et de me débrouiller. Si tu me laissais ça dans le bois, je m'arrangerais, mais là, eux autres, c'est un autre niveau. Là. Ben, en fait, tu sais, ils parlaient beaucoup, eux autres, de pandémie, ils parlaient de panne de courant prolongée. Tu sais, il y a des choses très terre-à-terre qui nous parlaient, même la pandémie, on était en plein dedans, ben oui. À l'été 2019, on faisait, voyons, une pandémie, il exagère, puis en mars 2020, boum, la planète entière s'est arrêtée. Fait que, tu sais, des fois, les gens font, les survivalistes, c'est des hurluberlus. Il y a un niveau de survivalisme où tu t'attends à voir débarquer les zombies, mais tu sais, en même temps, je dis ça, les zombies, puis je pense à l'Ukraine.
Ben, l'Ukraine, ça allait bien, puis les zombies russes sont débarqués, puis tu sais, C'est ça, je veux ça dire, s'est mis à mal aller. on a Juste souvent un rappeler peu un hiver de verglas au Québec où... la effectivement, tempête de verglas. il y avait bien du monde qui vivait à l'hôtel. Ah, Plus de courant, plus de vie. Les inondations au Saguenay en 96, 97, Oui. 95, 96, quoi, ouais. 96. Ben, d'ailleurs, j'aime bien, tu parles de rupture de service. Toi, vous parlez de rupture de service. Ben voilà, les ruptures de service, ben il faut être capable à la maison de prendre soin de nous autres. Fait que bon, survivaliste, c'était un sujet en or. Puis là, on est arrivé avec Rencontre au sommet, aller gravir des montagnes avec des invités, des artistes invités que j'amène en haut des montagnes. Eux qui sont des gens en forme, mais qui n'ont pas fait vraiment de la randonnée de ce genre-là, ben je leur fais découvrir ça. Même moi, j'en apprends aussi sur ça, puis avec eux autres, on fait 5 montagnes en 5 jours. Ça a été tourné cet été, hein, je pense. Ouais, on a tourné à Charlevoix au mois de juin, puis on est allé en Gaspésie, saison 2, 6 avril, sur le canal Évasion, on était en Gaspésie, donc ça passe... J'ai vu passer des photos sur ton Instagram, je pense, j'avais vu passer des photos de ça. Puis est-ce que c'est les 5 montagnes avec les mêmes artistes tout le temps, ou tu fais une montagne avec un? Non, c'est 5, il y a 5, on est... Attends un peu, là. Ouais, on est 5 avec moi. Et Okay. on grimpe les 5 montagnes avec toute la même gang. Mais tu sais, à Comme là, Charlevoix... on parle de Caroline Néron, Marie-Chantal Perron, Frédéric Pierre et Émilie Bilodeau. Ça, c'est la gang de la Gaspésie. Charlevoix, c'était Sébastien Delorme, Sabrina Cournoyer, Guillaume le Métis-Vierge, puis Émilie Bégin, sa femme. Donc, Petite gang. Eux autres, il me semble, du monde en forme là, dans ta oui, première c'est tout marche, du monde. ouais. C'était tout du monde qui sont en forme, mais qui font pas. Tu sais, tu peux être en forme. Moi, je cours des ultramarathons. On parlait de boxe tantôt. 3 rounds de boxe avec un chum boxeur qui va me ménager sur la force des claques puis tout. Mais je suis torché, moi, après 3 rounds, après 3 minutes, je veux dire. Parce que mon sport, c'est pas la boxe, c'est courir. Tu sais. Ben oui, Quand ça implique te protéger, donner des coups de poing, ben alors tu peux être en forme sur du vélo, sur du vélo stationnaire, tu peux être en forme au gym, aller grimper des montagnes, c'est un autre chose. Hey, Patrice, si en terminant, on parlait un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tes futurs projets, tant littéraires que télévisuels ou... Ben là, c'est assez tranquille. Je vous dirais que j'attends des nouvelles, donc je peux pas rien dire parce que j'ai rien d'officiel. J'espère toujours saison 3-4 de Rencontre au sommet. On attend voir si ça va être reconduit. Probablement qu'on va le savoir quand la saison 2 va être en onde. Et ben c'est ça. J'ai des projets peut-être qui flottent. Pour ce qui est de l'écriture, je vais me remettre dans un roman. J'ai commencé, là. Je suis en train de débroussailler tout ça. Je travaille pas mal dans ma tête. Je prends des notes. Et prochain roman, fiction, c'est sûr. Prochain livre, un roman. Ça va être une fiction. Ça sera pas un récit comme toutes les vies possibles. Et j'ai toujours dans l'idée de continuer à faire des ultramarathons et probablement de documenter éventuellement. Peut-être même en images, je sais pas. J'ai des projets, là. Ça bouillonne un peu. Je suis en train de débroussailler ça. On n'est pas inquiet pour toi, je te dirais. Je pense que ta vie a été bien remplie. Je pense pas que ça arrête demain matin. Écoute, Patrice, ça a été un réel plaisir pour moi de te rencontrer. Tu es quelqu'un de très généreux. Je pense que nos auditeurs vont être super contents d'en apprendre plus sur toi et tes multiples personnalités. Alors, merci, ça nous a fait plaisir. Hey, merci beaucoup. On fait comme tout le monde en parle, on te donne un billet à vie. Là. Tu peux revenir quand tu veux pour nous raconter tes choses. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Hey, on se revoir. voit à Québec, François? Salon du livre de Québec, oui. On se voit à Québec. Ben, donc, sur ces bons mots, ben, c'est ça, on rappelle que les salons du livre sont repris, en fait, recommencés. Il y a eu celui de Trois-Rivières dernièrement et donc celui de Québec, donc du 6 au 10 avril. Ben voilà. On aura la chance de te croiser. Ben oui, j'y serai aussi, évidemment, avec mon dernier roman. Eh bien, écoute, c'est l'heure de notre fameuse chronique, je pense, celle qui fait notre renommée internationale. Oui! Il y a de la Boisson! Eh oui. François Bernard, présente-nous donc qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui. Ben écoute, petite visite chez Brou et compagnie pour voir mon ami Alexandre. Écoute, il nous a proposé
fait, la blanche des Ursulines, non pas du temps d'une dinde, mais du temps d'une pinte, mon cher ami. Donc, une blanche, évidemment, donc de la région de Trois-Rivières. Très bel micro d'ailleurs en passant. Je suis allé à quelques reprises. Belle place, on mange bien. Ok, J'avais on peut eu manger la sur chance place, de... ah oui? OK. Oui, on peut manger sur place. Et puis moi, j'avais mangé une côte de bœuf. Ils faisaient une côte de bœuf fumée. Et puis il y en a, tant qu'il y en a. Là, ils font un gros morceau de côte de bœuf, puis il y en a tant de portions. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Okay. Fait que on avait eu la dernière, moi et ma blonde, c'était des portions pour 2 personnes. Wow. Quand même une belle robe, hein, un peu quand même assez transparente, mais... ouais, quand même. Voilée, mais ouais. c'est ça. Ouais. Il y a des blanches plus opaques que ça, mais... Ah, on est... Il y a du fruit, hein? Oui, il y a beaucoup de fruits, même au nez. Ah oui. Oui, vraiment. Le petit côté épice aussi, banane. Le petit côté banane est présent. Ouais, un peu épicé. C'est sûr que c'est une blanche assez classique, là, mais j'aime son effervescence aussi. Là. Donc, c'est une blanche écorce d'orange, coriandre, donc dans ce que en fait de classique. Hein, donc, c'est une blanche belge, là, de type belge, bien sûr. Là, mais donc, j'aime l'effervescence de cette bière-là. Puis le côté fruité très présent. Ouais, très. Écoute, c'est une petite terrasse l'été, là, quand il... ah oui. Ouais. Oui, parce que des blanches, il y en a qui vont être pesantes, hein, beaucoup plus sur le côté levure, sur le côté pain, pain grillé. Ouais. Celle-ci, non, celle-ci, c'est vraiment un côté vraiment banane avec épices. C'est assez particulier. Ouais. Mais pas banane qui vient agacer trop non plus. Non. Banane, banane le fun. Là. Ouais. Par contre, je dirais que la fin de bouche est un petit peu molle. Le goût s'estompe assez rapidement là, quand tu l'as. Ouais. Mais quand tu l'as en bouche, on sent bien, même le nez, là, on a vraiment les arômes de fruits et d'épices. On voit l'effervescence, je sais pas si on voit l'effervescence assez active, on voit les bulles qui jaillissent là, du fond du verre, là, mais c'est ça, on voit pas super bien à la caméra, mais fiez-vous sur nous. Ouais, non, c'est vrai, il y a vraiment une belle effervescence dans cette bière-là que j'aime. Des fois, les bières... sans dire qu'elles sont flattes, là, des fois, je veux dire, on a l'impression que c'est un peu stagnant, mais celle-là, vraiment, là, on a une belle... D'ailleurs, ça, c'est quelque chose, hein, quand on prend des bières en canette ou en bouteille comme ça, en général, on a quand même une pas pire effervescence, mais quand on prend ce qu'on appelle des growlers, là, c'est des grosses bouteilles brunes, là, ben ça, ils nous les remplissent à la microbrasserie, après ça, ils les vissent. Fait que c'est sûr qu'on va perdre le gaz carbonique beaucoup plus facilement que quand on prend quelque chose qui a été encapsulé ou qui a été mis en canette. Où là, c'est vraiment fermé hermétique puis on perd pas de gaz. Ouais. Donc c'est sûr que si vous voulez avoir une belle effervescence, préférez peut-être ces contenants-là à des types comme des contenants comme des growlers. Évidemment, le mieux demeure toujours d'aller la boire sur place, la bière. Peu importe la bière que vous buvez, en fût, sur place. C'est la meilleure façon qui est recommandée de la déguster. Comme on en parlait lors de la dernière émission avec Sébastien Moras, on avait parlé un petit peu justement de la mode des canettes là, qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe au Québec où tout le monde s'est mis à faire de la canette. Et c'est sûr que ça conserve. Hein, le temps de conservation en canette est bien meilleur qu'en bouteille parce qu'on sait qu'évidemment, en bouteille, la lumière justement peut... altérer, en fait, hein, la longévité, le goût et de la bière, bien sûr. Effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que les bouteilles de bière, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pour ça que les bouteilles de bière sont colorées. Ouais. Elles ne sont pas transparentes, à part Sleeman, qui avait la bonne idée de les mettre transparentes. Ben, ouais. Le but d'avoir teinté les bouteilles à l'origine, c'était vraiment pour essayer de minimiser. Avec un tampon encreur, ils pouvaient faire des gilets avec. Ah oui, c'est vrai. Ça demeurait des belles bouteilles, effectivement, engravées, c'était bien. Mais écoute, pour avoir pris, puis écoute, on ne se le cachera pas, on en a pris quelques-unes en jasant hors d'onde dans les dernières semaines. Mais la blanche des Ursulines, c'est une belle surprise. Contrairement aux dernières blanches que j'ai prises, j'ai plus de plaisir. Puis on nommera pas nécessairement les autres qu'on a goûté, là, mais j'ai un beau plaisir avec cette bière-là. Non, je suis sur la même page que toi.
bien. agréable surprise. Peut-être c'est une question d'attente, parce que on en a bu une autre, on en a bu une du naufrageur aussi, qu'on a bu en dehors des ondes, la Léon. Ouais, qu'on a bien aimé, en fait, là, mais assez trop classique pour moi, je dirais. Je veux dire, rien à dire de cette bière-là, à part qu'elle est très bonne, là, mais je veux dire, celle-là sort plus des sentiers battus. Qui était plus, justement, comme je disais tantôt, un peu plus sur le côté du pain. Un peu plus sur la levure, un peu plus lourde. Tu sais, mettons que tu en bois une, ça se peut que tu sois un peu plus calé. Moi, j'ai bu en fin de semaine aussi celle que je te parlais tantôt du Dieu du ciel. Une brasserie montréalaise réputée, d'ailleurs, où ton ami Sébastien Morès a débuté ses armes de maître brasseur. Donc, Dieu du ciel, c'est une microbrasserie qui n'a plus à faire ses preuves. C'est une des plus connues au Québec. Et j'ai bu leur blanche du paradis. Et encore là, c'est du classique blanche, mais bien fait. Franchement, vraiment très bien réussi aussi. Là. Encore là, un côté très épicé, beaucoup moins fruit. Mais celle-là, ce qui est surprenant, c'est le côté, la présence du fruit. On dit que c'est très agrume parce que c'est vieilli avec des écorces d'orange et de la coriandre. Mais on le sent vraiment, là, la présence du fruit. Ouais. Non, j'aime beaucoup, beaucoup cette bière-là. Belle surprise pour moi que Et bon, il faut le dire, hein, souvent les blanches sont des bières assez douces quand même en alcool. Là. On va parler de 4,5, 5%, 5,5. Celle-là, quand même, 6,2% d'alcool. Donc, c'est pour une blanche, quand même, c'est... Et pourtant, ça ne goûte pas vraiment l'alcool. On n'a pas le goût de l'alcool, hein, mais voilà. Et très intéressant. J'allais dire que je vous voyais ça sur le bord de la piscine l'été. Par contre, le 6.2 vient de me mettre peut-être un petit... oui, en fin d'après-midi, sur le bord de la piscine, vous en prenez une, doucement, tranquillement. Si vous bouffez juste de ça dans l'après-midi, rendu à 5 heures, vous allez avoir un petit mal de tête. Vous allez en prendre une ou deux de moins. C'est ça. On va en avoir, inquiétez-vous pas pour vous cet été. On va avoir des recommandations, nano, session, des bières sûres. On va vous en recommander des bières estivales, des Gauze. Moi, je suis un fan des Gauze. Moi aussi, bien fan des Gauze. Fait qu'on va se mettre ça dans le gosier. On va avoir un épisode là-dessus. Là, dans le prochain épisode, on risque de changer un peu les sentiers battus. C'est pas encore certain, mais on travaille fort pour essayer de faire autre chose que de la bière. Ça se peut qu'on vous en avait promis. Là, on est évidemment des fans de microbrasserie, donc on parle beaucoup de bière, mais on est en train de travailler là, quelque chose pour aller sur... parce que le Québec est quand même un grand producteur d'alcool, pas seulement de la bière, mais que ce soit des gins, des scotch, et en tout cas, bref, il s'en fait énormément d'alcool. Même des liqueurs, on parlait... dernièrement, il y a même l'avril, Amaretto, donc Amaretto, oui, il y a des trucs super intéressants. Fait que oui, ça sert pour cuisiner. Tu nous as déjà présenté une de tes recettes, mais c'est aussi pour boire. Hein. Ces petites liqueurs-là, ça peut être très intéressant. Donc, on en a plusieurs au Québec. On est en train de regarder là, si on peut vous trouver quelque chose d'intéressant pour vous parler pour le prochain épisode, mais ça s'en vient à venir, donc c'est pas pour le prochain, ce sera pour l'autre d'après, là, mais évidemment, donc on s'en va vers le gin. On est deux fans, je pense, aussi de gin. Là. On s'est jamais beaucoup parlé de ça encore, là, mais je pense que... C'est quelque chose de bien, le gin, parce que on parlait de quelque chose à prendre sur le bord de la piscine l'été. C'est plus léger. La bière ne veut pas, à cause du côté céréal, va avoir une tendance à caler beaucoup, à nous bourrer, à être très bourratif. Alors que un petit gin tonic, là, le petit côté pétillant du tonic, on rajoute une petite lime là-dedans, un petit concombre, tu vas chercher une petite fraîcheur, puis tu doses toi-même ton taux d'alcool. Absolument. Si tu veux en mettre une demi-once, tu mets une demi-once là, de gin. Là. C'est ça. Si tu veux en mettre un once et demi, tu en mets une once et demi, c'est il y a des toi gins, qui des gins qui sont plus goûteux que d'autres aussi. Puis de toute façon, maintenant, avec l'offre qu'il y a dans le marché du gin, là, je veux dire, c'est devenu quasiment n'importe quoi. Là, je veux dire, à la limite, il y a des propositions qui sont presque plus du gin. Là, je veux dire, tu as plein de trucs énormément fruités. Je veux dire, ça fait penser un peu au vin, mettons, aux pêches, là, du vin aromatisé ou des trucs qui s'en vont un peu trop ailleurs pour moi, là, personnellement. Mais bon, écoute, je sais qu'il y a des fans, évidemment, inconditionnels de ce genre de produits-là. Donc, ben voilà. Tant mieux, plus il y a d'offres, c'est parfait, là. Oui, effectivement. On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Parce que, oui, effectivement, moi aussi, je trouve qu'il y en a qui vont chercher des arômes qui sont vraiment pas
traditionnel du gin, puis bon, il y en a que ça marche, il y en a que ça marche un peu moins. Ici au Québec, je sais qu'on a des spécialités vraiment avec champignons, forestiers, le petit côté, tu sais, très exploité ces côtés-là, le côté marin aussi avec les Saint-Laurent, etc. Alors, moi, c'est des trucs, ça, c'est des coups de cœur. Écoute, tu viens de nommer deux choses qui font que, écoute, moi, je buvais à peu près aucun alcool fort c'est pour organiser un souper, je voulais un trou normand où on avait notre thématique de champignons. À un moment donné, je suis arrivé à la SAQ, j'ai dit, bon, fais-moi donc goûter au célèbre Radoun, qui a été coté d'ailleurs meilleur gin québécois cette année, par la revue Protégez-vous. Et écoute, ça a été un coup de cœur juste au nez. J'ai fait « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Puis écoute, même encore aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chose. Il est indétrônable dans mon cœur, mais écoute, et pourtant, chez vous, oui. Ah oui, écoute, il y a kilomètre 12, il y a évidemment plein de... J'allais parler, voilà, kilomètre 12, qui est quand même... moi, ça a été un de mes coups de cœur. Ah oui, écoute, c'est extraordinaire, là, mais comme je te dis, c'est peut-être juste un peu sentimental, le fait que... Non, mais la Radone, il y a une particularité, il y a vraiment le goût spécial à lui, donc c'est ça qui est intéressant de ce produit-là, c'est que c'est un produit unique. Et j'ai le vieilli chez moi qui est comme 2-3 coches encore. Monsieur Sgart, Bon, écoute, des cadeaux des fois dans la vie que tu peux pas refuser, ça fait que... Puis de notre côté, dans notre Charlevoix natal, on a évidemment le Menot qui est, à mon avis, un des meilleurs au Québec. Et là, écoute, on est en discussion avec des amis d'enfance avec qui on vient de reprendre contact là, dernièrement. Donc, à suivre pour la gang de chez Menot, la gang de chez Beamer aussi, à qui on risque de parler prochainement, peut-être. Ça, j'ai hâte parce que je les connais pas, eux, tant que ça. À Québec, il faut comprendre que Québec, il y a certains endroits que c'est bien qu'on peut trouver des microbrasseries d'un peu partout, mais il y a certains autres endroits où ils sont un peu focusés sur les bières de la région de Québec et les plus grosses micros là, qui fournissent un peu plus. T'sais. Fait que des fois, Beamer, ben, c'est pas quelque chose que j'ai eu une tendance à essayer là, jusqu'à maintenant. Fait que ça va être une belle découverte quand on va les avoir avec nous. Ça va être le fun, ça va être le fun d'en parler parce qu'ils ont aussi de nouveaux partenariats là, justement avec des entreprises locales dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont aussi créé une bière pour l'Ukraine dernièrement. Donc, bon, ça sera peut-être... oui, j'ai vu passer ça. Ça pourra être des choses qu'on pourra jaser évidemment éventuellement. Prochainement, mon cher. Donc voilà, ben écoute, santé tout le monde. Puis écoute, découvrez cette magnifique blanche des Ursulines. Hein? Donc on ne sait pas si c'est là pour le voile, le voile blanc donc des bonnes sœurs. Mais donc le temps d'une pinte, Trois-Rivières, donc excellente. Et écoute, je vais juste faire un petit aparté pour dire qu'une des blanches préférées que j'ai goûtées dans ma vie, mais écoute, ça doit être il y a 20 ans, là, peut-être 20-25 ans, avant que le marché se développe. Il y avait la blanche de Trois-Rivières. Et je ne sais pas c'est quelle bière ou si elle existe encore ou non. Ça m'est arrivé de trouver dans un dépanneur il y a très longtemps la blanche de Trois-Rivières, qui était une blanche très opaque. Et écoute, c'est probablement la meilleure blanche que j'ai vue de ma vie, mais j'en ai jamais revu après. Mais là, c'est drôle hein, que cette blanche des Ursulines-là me plaise autant. Et que, bref, le temps d'une pinte, belle découverte, donc blanche. Je ne vois rien par rapport à cette blanche de Trois-Rivières. Si vous avez, si vous nous regardez ou vous nous écoutez et vous avez la réponse, mettez-nous-le en commentaire, s'il vous plaît. Envoyez-nous un lien. On aimerait bien retrouver une trace de cette bière-là où est-ce que notre ami François Bernard a inventé ça, tout simplement. Eh bien, en terminant, je voulais juste vous dire, le temps d'une pinte, là, comme je vous l'ai dit tantôt, je le répète, si vous avez la chance d'être dans la région de Trois-Rivières, allez-y. Arrêtez de faire un tour. C'est en plein centre-ville, super bien placé. Le centre-ville de Trois-Rivières a la particularité d'avoir quand même plusieurs stationnements. On peut relativement facilement s'y stationner. Et vous pouvez marcher le long du fleuve. Là, justement, ils sont tout près des Ursulines. Alors, c'est vraiment un endroit superbe. Très, très belle ville, Trois-Rivières. La capitale mondiale de la poésie. Écoute, j'y suis allé plusieurs fois. Magnifique ville. Vivante, active aussi au niveau de la culture. Oui, un gens sympathique. Belle grosseur de ville où habiter proche du fleuve. C'est plein de belles choses. Écoute, quand je suis allé l'été dernier, ou c'est-tu en 2020 ou en 2021, écoute, on perd le fil avec la COVID, là. Mais c'était, je pense que c'était en 2020, le premier été où on avait été déconfiné après avoir été vraiment enfermé là, pendant les 2 premiers mois de l'année. Ouais. Et ils tenaient un festival, dans le fond,
il avait fermé complètement la rue du centre-ville, là, c'est des forges, si même bonne. Peut-être. Oui, Et boulevard puis, des il y avait Forges. des gens qui se promenaient avec des orchestres, tu sais, des hommes orchestres, puis du monde qui fait de la musique, puis qui chantait, puis tout le monde était sur les terrasses. Écoute, c'était une ambiance festive. Ça avait fait le plus grand bien là, après ces mois de difficultés. Moi, c'est une ville que je porte dans mon cœur parce que de Québec, nous, c'est 1h30 de route. C'est tout près. Donc, tous les étés, nous, moi et ma blonde, on part. On va passer au moins une journée dans ce coin-là. On se promène un peu dans le coin. On va voir les choses touristiques parce que la région comme telle est très belle aussi. Là. Vous allez au nord... à Drummondville et vous avez pas à Drummondville que dis-je, Shawinigan. Shawinigan, vous avez des très belles choses aussi à voir. Il y a aussi des très belles brasseries, ne serait-ce que le Trou du Diable. Ouais. Mais c'est vrai que Drummondville n'est Quand pas même. très loin, mais l'autre bord, au sud, plutôt. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pas Drummondville, je pensais vraiment de Shawinigan. Évidemment, on parle aussi évidemment du parc de la Mauricie. Si vous êtes amateur de plein air, vous connaissez sûrement déjà le lac Wapizagon, si vous faites du canot, du kayak. C'est de toute beauté. C'est un des plus beaux parcs au Québec pour amateurs de forêt. Je vous recommande d'aller dans la région cet été. C'est une très belle région, très agréable, des gens très sympathiques, très accueillants. Bien, François Bernard, c'est déjà tout pour nous. Oui, mon ami. Ben écoute, Santé. santé, mon cher. Puis, ben voilà, écoute, prochain épisode, écoute, on aura encore, évidemment, comme on l'a dit tantôt, peut-être autre chose que de la bière. Donc, on verra. Surprise, à voir. Un invité sûrement. Oui, sûrement un On invité. devrait. Sûrement un invité. Puis On écoute, devrait. d'ici là, on se sera revus, nous autres, en vrai, depuis un bout de temps, sûrement au Salon du Livre de Québec. On va essayer de filmer un petit segment où on est vraiment Euh, assis tous les deux au même endroit pour vous prouver qu'on n'est pas une seule et même personne. On sait jamais, il y a des complotistes partout maintenant. On peut faire à croire qu'on est une seule, pas deux personnes séparées. Tu as plus de cheveux que moi, même si tu te De les as moins fait en couper moins, là, mais tout ouais. récemment. Oui. Comme je t'ai dit, j'ai rencontré Will Smith hier, puis j'ai mangé une claque, les cheveux ont volé, puis écoute, voilà. Eh bien, ce fut un plaisir, François Bernard, et bien, comme d'habitude, je vous suggère de, s'il vous plaît, vous abonner à notre chaîne sur YouTube et sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On est sur les plus grandes plateformes. Et si vous trouvez des choses à nous suggérer, vous avez des suggestions, des choses qu'on devrait aller voir, que ce soit des festivals pour l'été, des spectacles, des groupes de musique, n'importe quoi qui touche des affaires le fun, là, mettez-nous ça en commentaire ou écrivez-nous en privé, soit à moi, soit à François Bernard, soit directement sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir. Si vous avez des choses à nous parler, que vous voulez faire un peu de publicité, là, c'est gratis. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Absolument. Fait que gênez-vous pas. Donc, Bonjour tout le monde, à la prochaine. bye.